Particules dans les rues, mais vous allez voir qu'on en découvre aussi dans des lieux plus inattendus, comme les tunnels des métros. Dans ces souterrains parisiens, le ministère de la Santé a relevé la norme maximum à 347 microgrammes de particules par mètre cube d'air, 7 fois plus qu'en surface, car il considère qu'un usager n'y passe pas plus de 2 heures par jour. Mais d'après un rapport confidentiel de la RATP que nous nous sommes procurés, ce seuil déjà élevé est parfois largement dépassé. En décembre 2001, dans l'une des plus grandes stations RER de Paris, les concentrations en microparticules pouvaient atteindre 1200 microgrammes par mètre cube, 20 fois plus que dans la rue située au-dessus de la station, représentée ici en vert. Sous la gare de Lyon, dans le RER, il est arrivé qu'on respire jusqu'à 40 fois plus de particules que dans la rue. Près de 2400 microgrammes, c'est 7 fois plus que la norme moyenne fixée par le ministère de la Santé pour les transports souterrains. Surpris par ces chiffres, nous contactons un responsable de la RATP. Oui, bonjour Linda. Nous l'interrogeons sur les taux de particules dans le métro. La qualité de l'air est 25 fois à 40 fois moins bonne dans le métro que dans l'air extérieur. Absolument pas. Absolument pas. Si vous prenez toutes les études qui ont été faites, vous verrez que c'est beaucoup moins pollué qu'à l'extérieur. Et pourtant, le rapport confidentiel de la RATP est sans ambiguïté. Dans la station Châtelet-Les Halles, par exemple, le taux de microparticules a bien atteint 1200 microgrammes, pour 60 dans la rue située juste au-dessus. Et les chiffres relevés ne posent aucun problème en termes de pollution pour vous? Non. Vous refusez de nous rencontrer sur ce sujet de la pollution de l'air dans le métro? C'est pas qu'on veut pas vous rencontrer, c'est qu'on n'a rien à dire sur la qualité de l'air dans le métro aujourd'hui. Vous faites sortir aucune information de chez nous. D'accord, eh ben c'est bien dommage. Je vous remercie. Je vous en prie. Manifestement, la RATP ignore que nous nous sommes procuré son rapport confidentiel. Pour comprendre l'origine de ce taux très élevé de pollution aux microparticules, nous allons nous introduire dans le métro parisien de nuit. Dans ces souterrains interdits au public se trouve une partie de l'explication. Chaque nuit, cette énorme machine lime les rails pour limiter les frottements avec les roues métalliques des trains. Objectif, supprimer ces crissements que tous les usagers du métro parisien ont déjà entendus une fois. Conséquence du meulage, un rail flambant neuf, mais des kilos de particules métalliques. Les plus grosses se déposent sur les voies, les plus fines composent un épais nuage qui envahit les stations. Tôt le matin, c'est cet air pollué que vont respirer les premiers usagers du métro. Tout au long de la journée, les trains décollent les particules à chaque passage. Et pour les anciennes rames, il y a un autre problème, le freinage. Il est parfois assuré par un vieux système mécanique qui génère lui aussi des microparticules. Depuis l'an 2000, le Conseil supérieur de l'hygiène publique, qui dépend du ministère de la Santé, a tiré plusieurs fois le signal d'alarme sur la qualité de l'air dans les enceintes ferroviaires souterraines. En 2003, il demandait au métro de Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, Rennes et Rouen de mesurer leur taux de microparticules. À partir de 2005, constatant l'absence de progrès significatifs réalisés à Paris, il insistait auprès de la régie parisienne pour qu'elle mesure mieux l'empoussièrement de ses stations et qu'elle adopte sans délai un plan d'action contre les particules. Selon son rapport confidentiel, la RATP avait cherché à remédier à l'empoussièrement de ces stations au moyen de trains laveurs ou aspirateurs, mais apparemment sans grand résultat. Nous tentons une dernière fois de contacter un responsable de la RATP. Et juste, je me permets d'insister, donc je vous rappelle un petit peu l'enjeu, c'est que j'ai fait plusieurs demandes, donc j'ai envoyé les mails en bonne forme, j'ai fait toute la procédure, j'ai eu des refus. Entre-temps, j'ai découvert que la pollution était quand même assez grave dans le métro, donc je me permettais d'insister. En 2 mois d'enquête, nous n'obtiendrons aucune interview de la part de la RATP sur cette question de la pollution de l'air dans le métro. Aujourd'hui, usagers et personnel du métro se trouvent dans la position du fumeur passif. Si les uns n'y passent qu'1 ou 2 heures par jour, pour ceux qui y travaillent, en revanche, c'est plus préoccupant. Sous couvert d'anonymat, un conducteur accepte de nous raconter ce que lui et ses collègues ressentent au quotidien. La pollution, on la ressent de plein de choses.
Par exemple, moi je suis constamment en train de me laver les mains parce que j'ai toujours une sensation de sale. Et puis c'est quand on rentre le soir à la maison, qu'on se mouche, on voit bien que c'est noir, qu'il y a tout un tas de poussières, de particules qui prennent dans l'air. Des fois quand je respire, je sens un petit peu les poumons enflammés. Il y a une vraie pollution. Alors, quand je vois le noir sur les bouches d'aération, moi je me dis qu'il y a certainement la même chose, c'est le noir qui se dépose dans les poumons, et je ne connais pas l'impact à long terme. On doit mettre des protections comme des masques ou des filtres dans le nez. Ça risque de ne pas être forcément apprécié parce qu'il faut qu'on fasse belle impression face au public. On n'a pas le choix. 4 jours avant la diffusion de cette enquête, suite à la publication dans Le Parisien d'un dossier sur la pollution de l'air en Île-de-France et d'une dépêche AFP évoquant nos révélations, la RATP organisait pour la première fois de son histoire une conférence de presse sur la qualité de l'air dans le métro. Je reconnais qu'on n'a pas beaucoup communiqué auprès du grand public. Au cours de la conférence, la régie va reconnaître que le taux de microparticules recommandé, 347 microgrammes par mètre cube d'air, est souvent dépassé dans le RER. On peut avoir effectivement des valeurs de l'ordre de 800 microgrammes par mètre cube sur le RER. Excusez-moi, mais le Conseil supérieur de l'hygiène publique de France relevait des valeurs qui excédaient les 1000 et un document interne parlait de 2400, des pics jusqu'à 2400. Je pense qu'il s'agissait plutôt lors d'opérations de travail qui sont lors de chantier. Au final, la RATP admettra que les taux peuvent atteindre 2400 microgrammes, mais elle se défendra sur l'aspect écologique des transports en commun. Prendre le métro globalement, c'est ce qu'il y a de mieux pour la population, c'est ce qu'il y a de mieux pour la santé publique, c'est ce qu'il y a de mieux pour le développement durable. Et bon, ben voilà. Et donc dans ce contexte-là, eh bien nous regardons la situation, nous essayons de faire vraiment ce qu'on peut au mieux, et s'il y a quelqu'un d'autre qui a une meilleure idée que nous, on ne compte pas mieux que d'appliquer, qu'on vient de nous le dire. Les microparticules sont-elles nocives pour la santé humaine ? Pour en savoir plus, nous sommes allés voir l'un des spécialistes de la question à l'hôpital Armand Trousseau. Dans cet hôpital pour enfants, comme partout en France, les maladies respiratoires ont explosé. Épidémie de bronchiolite, encore inconnue il y a 10 ans, allergies et asthme multipliés par 2 en une vingtaine d'années. Or, un lien direct entre ces maladies et les microparticules rejetées par les pots d'échappement vient d'être établi par plusieurs études scientifiques. Elles ont été menées en partie dans cet hôpital par le professeur Grimfeld, chef du service de pneumologie. C'est un spécialiste international des microparticules. On a pu montrer pour la première fois que l'exposition de jeunes enfants avant l'âge de 3 ans à la pollution atmosphérique d'origine automobile pouvait être responsable de nouveaux cas d'asthme chez des enfants qui n'étaient pas prédisposés à développer un asthme antérieurement. Attaque des bronches, mais ce n'est pas tout. Les particules les plus fines sont capables de traverser la barrière pulmonaire et de passer dans le sang. Les preuves scientifiques s'accumulent pour démontrer qu'elles ont un impact sur nos fonctions les plus vitales. Les particules sont tellement fines de la taille d'une molécule qu'elles passent la barrière qui vont jusqu'au système nerveux et pouvoir provoquer des maladies neurologiques et des troubles du comportement. On les accuse aussi d'avoir un impact sur le développement du poids, de la taille, mais aussi le développement des organes et la maturation des organes.